Marre de cette vie d'esclave. Faire la révolution? J'ai attendu la révolution assis derrière mon ordinateur sans me rendre compte qu'absolument tout le monde faisait pareil. Pour se rebeller, il faut n'avoir aucun bien et beaucoup d'ambition. Nous n'avons que des biens. Fuir? J'ai tout plaqué, tout vendu pour voyager, pensant que l'herbe était plus verte ailleurs. Où que j'aille, les gens utilisent les mêmes expressions, portent les mêmes vêtements, écoutent les mêmes musiques, mangent les mêmes produits. Voilà la réalité de cette diversité culturelle tant vantée. Lorsqu'on impose aux foules la même pensée de manière catégorique, incontestable et totale, l'enrichissement laisse place à l'uniformisation. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a un siècle, on dépensait un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, on dépense un baril pour en extraire 15. Retirer le pétrole, le gaz et le charbon, et que reste-t-il de notre civilisation thermo-industrielle? L'agriculture, la pêche, l'industrie pharmaceutique, les transports, le bâtiment, les vêtements, le chauffage, notre niveau de dépendance énergétique est tout simplement délirant. Vous me croyez peut-être fataliste, voire pessimiste, mais aujourd'hui l'utopie a changé de camp. L'utopiste, c'est celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Je ne souhaite faire la morale à personne, gardez simplement une chose en tête. Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on ne le pense, mais finissent par s'effondrer beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Faisons un effort d'imagination et voyons donc ce qui nous attend. « 2050, c'est tout simplement époustouflant. Plus de 9 milliards d'habitants, une consommation de masse mondiale. Les changements climatiques s'accélèrent. La croissance rapide du commerce international rythme le monde des affaires et de l'économie. De vastes réseaux de transport approvisionnent le monde en marchandises de plus en plus nombreuses. La planète se réchauffe. Même l'exploitation systématique des ressources naturelles ne suffit pas à satisfaire l'appétit de croissance. La concurrence pour les ressources naturelles met nos écosystèmes en danger. 2050. De sombres perspectives. Le nationalisme domine et la mondialisation appartient au passé. Les frontières sont remises en vigueur partout. Le commerce est purement intra-régional. La perte de confiance mutuelle s'accompagne de barrières douanières élevées. La stagnation devient la norme. Les échanges internationaux sont au point mort. Les conflits sur les ressources naturelles sont quotidiens. L'avenir va-t-il nous ramener au passé ? Ou existe-t-il d'autres mondes possibles? 2050. Les conditions météorologiques extrêmes qui sévissent sur les routes d'approvisionnement nécessitent une nouvelle réflexion. La société fait preuve de réticence face à la prise de risque. L'humanité accepte sa vulnérabilité. Les nouveaux moyens logistiques favorisent la naissance de solutions réactives et sûres. Même en cas d'urgence, une réaction immédiate est garantie, parce qu'assurer la chaîne d'approvisionnement constitue une priorité absolue. Des solutions souples et hautes technologies sont appliquées afin d'assurer une réponse rapide aux événements imprévus. Le monde est devenu résilient.
Des extinctions de masse, la planète en aurait déjà connu 5. Certains scientifiques estiment qu'une 6e extinction a commencé. Seulement pour la première fois, un être vivant serait responsable, l'homme. Le changement d'usage des terres, les pollutions de tout ordre, le changement climatique, la surexploitation des ressources, tout cela va générer donc des effondrements de population et dans certains cas, on va avoir des disparitions d'espèces. Mammifères, mais aussi insectes et coraux sont concernés. Un phénomène qui pourrait menacer à long terme l'alimentation de l'humanité tout entière. Réunis à l'UNESCO pendant une semaine, près de 150 scientifiques vont plancher sur le 2e rapport mondial sur la biodiversité. Le but, provoquer une prise de conscience chez les citoyens, mais aussi chez les dirigeants politiques. On veut que la biodiversité soit vraiment au même niveau de l'agenda politique que le changement climatique. C'est un autre sujet, l'autre grande cause environnementale universelle. Il faut arriver à faire sortir la biodiversité du ministère de l'Environnement pour la faire entrer dans les autres ministères. Après la remise du rapport la semaine prochaine, à plus de 130 pays, les scientifiques espèrent obtenir la signature d'un traité similaire aux accords de Paris avant 2020. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe et où se trouve l'air plus frais dont je vous parlais, ici, à l'arrière de la perturbation. Cette chaleur va donc s'accentuer au fur et à mesure. Mercredi, jeudi et vendredi, nous allons atteindre des pointes jusqu'à 41 degrés sur les régions centrales. Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. Les températures, donc, de cette nuit, le thermomètre ne descendra pas en dessous de certes 24 degrés pour Nice, 22 à Paris. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Et puis dans l'après-midi, les températures vont continuer à grimper jusqu'à 39 degrés, certainement pour Grenoble. Regardez celle qui vous intéresse. Plus on va avancer dans la semaine, Romain, plus on va avoir de la chaleur puisqu'on pourrait localement dépasser les 40 à 42 degrés entre les régions centrales ou encore sur le bassin parisien ainsi que sur l'est du pays. Jeudi, les valeurs maximales prévues frôlent les 40 degrés avec probablement des pointes à 42, 43 au sud-est et en basse vallée du Rhône. Regardez cette carte pour mercredi après-midi. Là, on dépasse les 40 degrés, même 41 pour Clermont-Ferrand. Le ressenti est encore plus désagréable, jusqu'à 48 en ressenti sur la moitié nord. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. Le changement climatique et le réchauffement de la planète font peser directement ou indirectement des risques sanitaires grandissants sur les populations humaines. Augmentation des affections respiratoires, de la malnutrition, mais aussi propagation de maladies infectieuses comme la dengue, Ebola ou plus récemment Zika. Des pathologies graves, mortelles, qui obligent notre monde à réagir à l'image de la COP21 ou de la COP22. Très clairement, puisqu'on a des exemples au travers des siècles. On a des exemples récents, palud, les infections transmises par les moustiques, par exemple, enfin moustiques ou parasites. Et donc ça a même fait l'objet d'un plan national, d'un plan européen et d'un souci de l'OMS. Donc ça justifie complètement la COP21, la COP22. Le bouleversement climatique que nous sommes aujourd'hui en train de connaître est à l'origine non seulement d'une propagation de ces maladies dans des zones géographiques jusque-là épargnées, mais il favorise aussi la réapparition de pathologies que l'on croyait disparues. Zika en est un excellent exemple. Zika est connu depuis très longtemps, 1947, et pour des raisons, dont les raisons climatiques. Il y a eu une épidémie très importante sur laquelle on est encore en train de courir. Et il est sûr que les modifications climatiques en Europe, donc en France, on verra gentiment ces maladies arriver tranquillement, ce qui est le cas de chikungunya, de la dengue, dans le sud de la France. Les conditions de vie des vecteurs de ces maladies s'améliorant, souvent les moustiques, ceux-ci s'installent plus largement dans des zones géographiques jusque-là épargnées.
S'ensuivra sur moyen et long terme une modification de l'épidémiologie humaine, à moins que nous n'arrivions à intervenir pour limiter et éradiquer non seulement les facteurs, mais aussi les causes de ces nouveaux dangers sanitaires. Les épidémies, il faut, dans le sens habituel de l'épidémie, on pense à quelque chose de très brusque, comme l'épidémie de grippe. Peut-être que ce ne sera pas comme ça. Peut-être que ce sera d'année en année plus de cas dans les populations où il y a la chaleur adéquate pour le moustique et le germe. Mais c'est le cas de chikungunya. Chikungunya est autochtone, comme on dit maintenant. Hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans le sud de la France. Et si les conditions climatiques du sud de la France s'étendent sur le nord, eh bien, il y aura une extension du chikungunya. Le changement climatique induit de nombreux dangers. Les moustiques, nous l'avons dit, mais pas seulement. Donc l'accès à l'eau va être modifié, la température de l'eau va se modifier, il y aura des crues, des gels, etc. Mais tout ce qui sera transmis par l'eau, tout ce qui est vectorisé par l'eau, tout ce qui a besoin d'eau, les moustiques, mais ces parasites, la diarrhée, les virus, les parasites, les germes qu'on va boire, que les enfants vont boire, que les gens vont boire, va poser un problème majeur, mais absolument majeur. Et donc l'accès à l'eau et à l'eau propre va poser un problème. Et ça va, c'est sûr, impacter sur notre vie courante. Ça, c'est absolument certain. Alors, quelle est la solution face à ce problème majeur de notre ère contemporaine? Loin de vouloir être moralisateur, notre seule prise de conscience, accompagnée d'orientations et de décisions politiques majeures, pourront faire évoluer positivement les choses, même si, je vous l'accorde, le retour en force des climato-sceptiques ne nous facilitera pas la tâche. Quand même, chacun doit prendre conscience que les chercheurs en santé, en climat, ont alerté sur la part de responsabilité qu'a l'homme, et la COP21 en est un des aboutissements. Je crois qu'il faut que nous prenions à bras-le-corps ces soucis pour aider, contribuer à limiter l'impact de ces affaires-là. Les points de vue des politiciens, finalement, ça devient très important parce qu'on est tous dans la même barque et il faut y faire attention. Sachant que l'argent étant le nerf de la guerre, il y a peut-être de l'argent à gagner pour tout le monde, hein, d'arrondir les effets, tenter d'arrondir les effets du réchauffement climatique. Il y a un défi tout nouveau qui est venu presque à notre insu et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Et ça, c'est tout nouveau. Nous ne l'avons pas décidé, mais c'est nos actions qui l'ont peu à peu amené. En 1950, il s'est produit ce qu'on appelle la grande accélération. Nous sommes passés de l'Anthropocène, 12 000 années d'un climat très stable, qui a permis l'agriculture, l'expansion des civilisations, à ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'âge, avant c'était donc l'Holocène, pardon, l'Anthropocène, l'âge dans lequel l'homme a un impact majeur, le plus grand impact qui soit, sur notre planète. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, je tente d'imaginer ce que sera l'image suivante en 2010. Et comme vous pouvez le constater, nous avons largement dépassé pour certains de ces paramètres les limites de sécurité. Pour vous donner un seul exemple, celui de l'appauvrissement de la biodiversité, au rythme actuel de disparition des espèces, en 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. La question de l'environnement est bien sûr éminemment complexe, mais si on y change, c'est une question tout simplement d'altruisme et d'égoïsme. Si nous avons la moindre considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Elles se diront « vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait ». Nous sommes dans la position, je suis marxiste de la tendance Groucho, qui disait « pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» C'est exactement ce que nous disons, et c'est aussi malheureusement ce qu'a dit le millionnaire américain Stephen Forbes sur la sympathique chaîne de télévision Fox News, lorsqu'il a dit, on lui parlait de la montée inexorable du niveau des océans, « Je trouve absurde de changer mon comportement aujourd'hui pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. Après moi, le déluge. » Donc nous devons faire face à tous ces défis
qui tourne, si vous le regardez bien, aussi bien dans le domaine de l'économie, de l'avidité, de la solidarité qui est nécessaire pour l'épanouissement, qui tourne autour de la question de l'altruisme et l'égoïsme. Alors est-ce que vraiment, comme Plaute le disait, l'homme est un loup pour l'homme? Peut-être pas tout le monde quand même. Il y a des gens qui ne sont pas forcément ce qu'on pense. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de la banalité du bien qui tisse les gestes de notre vie quotidienne? Ou alors est-ce que, comme dit M. Freud, Sigmund de son prénom, je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. Chassez-le, à bon entendeur, salut. L'altruisme véritable, bien sûr, il existe. Au lieu de dire que ce sont des saints, ce sont des êtres d'exception, essayons plutôt de redécouvrir cette bonté humaine en nous-mêmes. Elle existe d'abord par l'empathie. L'empathie qui est une résonance affective, qui nous fait comprendre aussi cognitivement ce qu'est la situation de l'autre. Rousseau disait « le riche ne sait pas s'imaginer pauvre ». L'empathie, ça ne suffit pas. Si vous ne faites que raisonner, par exemple, avec la souffrance de l'autre, vous allez arriver à un épuisement émotionnel, le burn-out. 60% des personnels soignants aux États-Unis souffrent à un moment donné du burn-out. Il faut une dimension supplémentaire. Il faut la chaleur humaine. Il faut le bon cœur, la bienveillance, l'amour qui imprègne chaque atome de souffrance d'un atome d'amour. Et là, vous n'avez plus de burn-out. S'il y a une usure de l'empathie, il n'y a pas d'usure de l'amour altruiste. Il faut d'une part que nous-mêmes, ce potentiel d'altruisme que nous avons en nous, il faut le cultiver. C'est l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas simplement ressentir de la bienveillance pendant quelques minutes, c'est de le cultiver tous les jours, pendant 10-15 minutes, emplir notre paysage mental de cet altruisme, le nourrir, s'il décline, le raviver, si nous sommes distraits, y revenir, c'est ça la méditation. Il faut aussi des points d'inflexion pour que les sociétés changent, ça c'est l'évolution des cultures, c'est possible. Il faut une éducation coopérative, une économie positive, il faut une harmonie durable et non pas un développement impossible qui consiste à remédier, à sortir de la pauvreté 1,5 milliard de personnes, à cesser cette consommation absurde au sommet qui est la cause du réchauffement climatique. Les Américains émettent 200 fois plus de CO2 que la Tanzanie, les Qataris 2500 fois plus que l'Afghanistan. Nous devons donc chercher peut-être ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, trouver cet contentement en nous-mêmes, ne pas le rechercher vainement uniquement dans les conditions extérieures, vivre ensemble. Martin Luther King disait « Soit nous allons survivre comme des frères et des sœurs, soit nous mourrons tous ensemble comme des idiots. » Merci de votre attention. Marginal, utopiste de merde, faux penseur, antisocial, anticonformiste, terroriste de la pensée, menteur, coupable, fou, bon à enfermer. Peut-être qu'un jour l'humanité se rendra compte qu'elle n'est qu'une enfant. Elle veut jouer à un jeu de grand, plus grand qu'elle. C'est là tout le problème. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité de chaque instant. Aucun homme n'est jetable et pourtant, notre système dit le contraire. Chaque âme se remplace et les vivants s'effacent. C'est dans les jetables que sont les hommes, ces consommables consommants, de simples numéros servant à faire du chiffre. C'est la loi du capital. C'est bien connu, le problème vient des bases de la pyramide, jamais de son sommet, car ceux qui sont en haut méritent d'y être alors qu'il ne faut faire aucun effort pour être à sa base. Pourtant sans base, pas de sommet, et tout s'effondre. Arrêtez-vous. Contrôle, 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 par la vertu des pouvoirs que nous nous sommes conférés. Vous êtes coupable d'avoir parlé, coupable d'avoir agi. Rien à prouver. Les faits, nos faits parlent d'eux-mêmes. Votre culpabilité ne fait aucun doute. Restez dans le rang. Ne revendiquez pas votre individualité. Conformez vos opinions, je vous prie. Ne brisez pas le cercle. Je ne me répéterai pas. Vous faites partie d'une masse grouillante. Restez dans le rang. Contentez-vous de ce qu'on vous donne. Vous êtes ingrats. Tant de sacrifices pour vous et voilà comment nous sommes remerciés. Nous avons tout bâti. Le pouvoir qui a été pris au peuple ne doit pas retourner au peuple. Jamais. Nous ne recommettrons pas cette erreur. Vous êtes sommés de consommer. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne pensez pas à demain. Divertissez-vous et vivez au jour le jour. Laissez-nous gérer vos perspectives. Du pain et des jeux, c'est tout ce dont vous avez besoin. Quand tout s'arrêtera, vous nous remercierez et vous prendrez conscience de ce que nous accomplissons. L'intérêt prime sur l'humanité. Si le cycle est brisé, nous sommes tous condamnés. Tous ou seulement vous. Vous qui êtes si haut que vous distinguez à peine ceux d'en bas, votre fameuse masse grouillante est faite d'hommes et de femmes, tous uniques, c'est bien vrai. Oui, ils forment un tout appelé humanité dont vous vous excluez chaque jour un peu plus, de par vos actes. Nous en avons assez entendu. Vous êtes coupables d'humanité.
y a des femmes qui, au contraire, n'arrivent plus à se réjouir du futur. Jusqu'ici, on les appelait des pessimistes, mais avec le dérèglement climatique, leur angoisse est montée d'un cran. Selon eux, le monde va tout simplement s'effondrer et ils se préparent donc à vivre en totale autonomie. Rencontre avec les adeptes de la collapsologie. Une enquête signée Axel Monnier, Jean-François Drouillet et David Salmon. On ramasse quelques tomates. C'est un long projet qui aboutit à l'achat de cette ferme il y a 4 ans. Un lieu sans cesse en mouvement. Novembre, hein, c'est la dèche maintenant. Toujours en travaux. En plein cœur du Béarn, voici la ferme Légère. Légère pour la nature et l'homme, selon ses habitants. Un écolieu de 11 hectares, où Valérie et Marc ont choisi de vivre autrement. À la recherche de l'autonomie alimentaire, poulailler, verger, potager et énergétique. On a une très très grande surface vitrée donc qui fait capteur solaire. On chauffe quasiment plus au bois, quoi, alors que c'est une vieille bâtisse, quoi. Donc ça, c'est les panneaux thermiques, c'est pour chauffer l'eau. Et s'ils ont adopté cette vie moins frénétique, ce n'est pas uniquement par conviction écolo. C'est aussi parce qu'ils ont étudié la collapsologie. Beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu. Ingénieur de formation, Arthur Keller étudie désormais le risque d'un effondrement du système. Cette grande descente énergétique et matérielle, soit on l'anticipe et on la prévoit et on peut, dans une certaine mesure, la piloter. La raréfaction, ça se pilote. Soit on ne l'anticipe pas parce qu'on se croit invulnérable et on se rend vulnérable, parce qu'on va la subir d'un seul coup et ce sera le chaos. Dans notre ferme du Béarn, le possible effondrement se vivra en collectivité. Ils sont une dizaine, avec des règles précises, comme ces repas toujours pris en groupe, issus de leur terre ou d'échanges avec les voisins. Jeunes et moins jeunes se redécouvrent dans ce projet communautaire, comme Clément, diplômé de Sciences Po et originaire de Paris. C'est un truc qui n'est pas intuitif parce que nous, on a grandi dans une société assez individualiste. Moi, j'ai pas tellement appris à partager. Enfin, j'ai toujours pris mes décisions pour moi, etc. Je pense qu'il va falloir se rassembler. Ce sera la seule façon de s'en sortir, en fait. C'est ce que je dirais. Chacun possède sa petite activité. Mais Valérie, sophrologue, et Marc, ancien ingénieur informatique, passent surtout du temps à alerter. Comme lors de ce tour à vélo, pendant 2 mois dans toute la région. On démarre en douceur. J'ai pas mal milité, essayé de faire des choses avec le monde politique. C'est un échec, quoi, on n'y arrive pas. Et donc, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est notre milieu de vie. Ça va pas être que du négatif, ça peut être plein d'opportunités. En tout cas, cet effondrement, s'il est inévitable, il faut le vivre, il faut s'y préparer, il faut savoir anticiper. Financièrement, c'est compliqué, mais le principal moyen, c'est d'arriver à développer un mode de vie qui nous coûte le moins cher possible. Des communautés comme celle-ci, il en existe quelques dizaines dans le pays. Car cette théorie de l'effondrement intrigue de plus en plus de Français. Combien? Difficile à savoir. Mais sur les réseaux sociaux, les groupes de discussion comptent jusqu'à 20 000 membres. Même le Premier ministre y fait référence. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? Vas-y, Brad. Un ancien ministre, lui, s'y dédie depuis plusieurs années. Quelque part en Bretagne, Yves Cochet met en pratique sa pensée. Donc on a 3 ou 4 sources d'eau qui nous permettraient d'avoir de l'eau, même s'il n'y en a plus d'eau au robinet. Sous une pluie battante, il nous fait visiter sa maison autonome où il se prépare au pire. Peut-être qu'en 2022, on sera à 2 € et en 2028 à 5 € le litre. À ce moment-là, il n'y a plus grand monde qui roulera en bagnole, de moins en moins. Il compte désormais sur Viking et Holda, ses 2 chevaux de trait. Voilà, Holda, bien. Et a investi plusieurs milliers d'euros dans 2 calèches pour ses déplacements futurs. Est-ce que vous ne trouvez pas ça fou? Si, même quand on a acheté ça, vous voyez, il y a à peu près 10 ans, là, en Pologne. D'abord, on a cherché en France, personne ne faisait ça. On dit, mais tu es bien sûr qu'il faut investir là-dedans. C'est sans doute ce qui va se passer, et donc on aura la possibilité de l'utiliser en 2025, en 2030. Pour l'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, tout se jouera au niveau local. Il faut organiser dès 2020 l'exode urbain. Ah bon? Mais non, les gens vont vers les... Eh bien non, il faut faire le contraire. Et à ce moment-là, on organise des petites républiques, des petits États locaux qui sont à la fois très simples au point de vue structure, mais très résilientes parce qu'on n'est pas très nombreux. Moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'étudier les chiffres et l'évolution des rapports des savants. Sa vision radicale n'est pas partagée par tous.
Alexandre Boisson était policier, chargé de la sécurité des présidents de la République. Il cherche aujourd'hui des solutions pour engager les élus dans la résilience. Dans un univers dégradé, quand tout commence à manquer, vers quel élu on se tourne? On se tourne vers le maire. Le préfet est trop loin, le ministre encore plus, le président on n'en parle même pas. C'est pour ça qu'il nous emmène à Montfermeil, en banlieue parisienne. Selon lui, l'une des 10 seules communes en France sur 35 000 à se préparer au possible effondrement. Après les émeutes de 2005, la ville s'est reconstruite. Cette barre d'immeubles sera détruite dans les prochains jours. Rénovation urbaine et initiative écologique. Mais on n'est pas dans une nature contrainte. On est dans une nature libre. Des jardins partagés au pied des immeubles, des espaces dédiés au troc, au recyclage, pour placer les habitants sur le chemin d'une vie raisonnée. Est-ce que j'ai besoin de continuer à travailler autant, à vouloir gagner de plus en plus, si finalement j'arrive en partie à me nourrir avec ce que je plante, conserver ou réparer mes vêtements, troquer des objets? C'est des petites choses, mais l'impact de chaque petit geste est très très important. Mais la collapsologie a aussi ses détracteurs. Ils fustigent ce catastrophisme et estiment que le système se régénérera toujours. En attendant, de Montfermeil jusqu'au Béarn, les plus convaincus continuent à se préparer pour le monde d'après. Right now, we are in the midst of the Earth's 6th mass extinction. One every bit as profound and far-reaching as that which wiped out the dinosaurs. There have been 5 major extinction events on our planet.
Cette grande crise a permis à un grand groupe, que sont les mammifères, vraiment d'exploser. Les mammifères n'auraient jamais eu cet essor qu'ils ont connu sans la grande extinction de masse de la fin du Crétacé. Esta nueva extinción masiva, la sexta, es causada por el hombre. En esto es muy diferente. En segundo, en tiempo es enormemente rápida. Estamos hablando de en 100 años o 150 años estamos perdiendo esta gran cantidad de especies. Si sigue la tendencia, al final del siglo podríamos llegar a haber perdido el 70% de estas especies, ¿sí? Y evidentemente somos la causa. Quand on imagine qu'aujourd'hui il disparaît 3 éléphants à l'heure, 2 tigres par semaine, 3 rhinocéros par jour. Donc on se dit que, bah oui, ça va avoir une fin un jour. L'évolution majeure du rapport Planète Vivante que WWF fait quand même depuis 40 ans, c'est que la biodiversité mondiale se dégrade et en particulier les populations de vertébrés sauvages qui s'écroulent puisque en 40 ans, nous avons fait disparaître 60% de ces vertébrés sauvages. Donc c'est énorme, c'est nettement plus de la moitié, c'est vraiment inquiétant. Malheureusement, il y a 2 ans, on était, j'allais dire que à 58. Il y a 4 ans, on était à 54. Donc on continue à perdre de la vie sur cette planète et on sait qu'on le perd du fait des hommes. La première cause d'effondrement de la biodiversité, c'est que nous impactons les milieux de vie des espèces. Et un exemple très simple, pour manger de la viande ici, trop d'ailleurs, d'après ce que disent les médecins, hein, on mange trop de viande, on va nourrir nos vaches avec du soja qui vient d'Amazonie pour lequel on coupe la forêt. Donc on est en train d'exterminer la biodiversité et les arbres qui sont des puits de carbone de la forêt amazonienne parce qu'on a trop de consommation et aussi une mauvaise gestion, on va dire, de toute cette chaîne. La deuxième raison, c'est une surexploitation immédiate. Et je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est la pêche. Aujourd'hui, si je prends la Méditerranée, par exemple, c'est catastrophique. On a presque 90% des espèces pêchées qui sont en état de surpêche. Et d'ailleurs, l'activité économique qui s'écroule en Méditerranée, à la différence des autres, c'est la pêche. Donc on voit très bien ce rapport entre une surexploitation qui fait diminuer les populations sauvages et du coup, bah, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Et donc, la chaîne, c'est qu'au bout d'un moment, c'est les activités économiques, c'est du chômage, c'est tout un tas de choses, évidemment, de désagréments, on va dire, pour l'espèce humaine. La troisième grande raison, ce sont les pollutions en tout genre. On parle beaucoup, et on a raison aujourd'hui, de parler de la pollution plastique. La pollution plastique, elle est en train d'infecter entièrement la chaîne alimentaire, donc elle est en train de modifier les équilibres de la chaîne alimentaire, d'infecter y compris le poisson que nous mangeons, et là aussi ben, on voit bien le rapport entre diminution des espèces à cause de la pollution et les conséquences pour les hommes. À chaque fois qu'on impacte la biodiversité, en fait, on impacte notre qualité de vie parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle nous donne cette biodiversité? Elle nous donne de l'air propre, de l'eau propre, de la nourriture, des fibres végétales pour nos vêtements. Elle nous donne tout un tas de services. S'il fallait qu'on les paye, ce serait 1,5 fois le PIB mondial. Donc aujourd'hui, on serait en déficit, on serait en faillite. Donc on est en faillite environnementale. Donc ça, il faut bien le comprendre. Derrière, il y a toute une chaîne de la vie qui est en train de s'écrouler. Vous savez, les espèces sauvages, c'est un peu comme la tour Eiffel. Si vous sciez un barreau, il ne se passe rien. Si vous en sciez 2, il ne se passe rien. Mais si vous continuez à scier les barreaux, un jour, vous êtes sûr que la tour Eiffel va s'effondrer. Donc il faut avoir cette vision-là. On risque d'aller au-devant, pas les générations futures, la génération qui est là, qui est déjà née, d'aller au-devant d'effondrement de la vie sur Terre. Et à ce moment-là, tout d'un coup et rapidement, on va se trouver avec des conséquences à gérer qui vont être des conséquences extrêmement violentes. Eh bien, il est probable que dans ces années-là, 5, 10, 15 ans, on assiste à la disparition mortelle de la moitié de la population du globe. Donc vous imaginez
les drames humains considérables, inimaginables même, auxquels on aura à faire face, c'est affreux. L'effondrement est-il imminent? Et s'il fallait se préparer à la fin du monde? Il y a un bon nombre de pays sur cette planète qui deviennent inhabitables. Ça va être dur d'éviter un effondrement. La collapsologie est l'étude sur base scientifique de l'avenir, notamment l'avenir le plus sombre, c'est-à-dire l'avenir d'un effondrement systémique et mondial sur toute la planète. Nous aurons cet effondrement, ce sera à l'échelle de la planète. Donc par exemple, la catastrophe de Fukushima au Japon était une catastrophe, mais on peut dire locale, limitée. Là, c'est vraiment un effondrement global, planétaire. Est-ce qu'il y aura encore, par exemple, de l'électricité à Paris en 2038? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a encore des voitures thermiques avec du pétrole en 2038? Je n'en suis pas sûr. Pour ne donner qu'un seul chiffre qui fait trembler, tellement il est horrible, eh bien il est probable que dans ces années-là, on assiste à la disparition mortelle de la moitié de la population du globe. Donc vous imaginez les drames humains considérables, inimaginables même, auxquels on aura à faire face, c'est affreux. On voit qu'à travers les rapports du GIEC pour le climat, de l'IPBES pour la biodiversité, eh bien ces rapports depuis une trentaine d'années sont de plus en plus alarmistes. C'est-à-dire que la planète va devenir une sorte d'automate incontrôlable où va se déchaîner des forces de la nature qui ont été perturbées par nos activités humaines, comme on le voit avec les canicules ou les inondations actuelles, qui deviendront à la fois plus fréquentes et plus dangereuses, plus fortes. Il est trop tard pour éviter l'effondrement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut, c'est affreux à dire, mais minimiser sans doute le nombre de morts. Prenons un chiffre. Si au lieu d'avoir 4 milliards de morts en 2040, on n'en a que 3,5 milliards, eh bien, j'aurais pas manqué ma vie. La proposition politique principale, c'est s'entraider ou s'entretuer. Le choix est très clair. Et s'entraider, c'est avec les voisins géographiques là où vous êtes. Plutôt pas dans les grandes villes qui vont s'écrouler les premières. Il faut très rapidement, c'est-à-dire dès maintenant, essayer de s'entraider entre voisins, construire ce que j'appelle des biorégions résilientes à une échelle locale, c'est-à-dire c'est entre 50 personnes et 500 000 personnes, si vous voulez, comme on le voit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme on le voit chez les Colibris, par exemple, qui sont des oasis de village de chez M. Pierre Rabhi, ou même comme on le voit dans les communautés Emmaüs, et qui sont basées sur une étude à la fois écologique de l'endroit où on est, c'est-à-dire par exemple un bassin versant, une plaine, car la base de tout, c'est avoir de l'eau potable, avoir une nourriture saine et avoir un peu d'énergie pour subsister sans être un barbare. C'est en gros ce qui s'est passé dans les pays occidentaux, dans ce qu'on appelle la révolution industrielle, voilà un peu plus de 2 siècles. Et bien entendu, on peut dire aussi c'est les grandes firmes transnationales, le capitalisme mondial, mais ce n'est pas le capitalisme en tant que tel, c'est le productivisme, c'est-à-dire le toujours plus dans l'extraction des matières premières de la terre et d'autre part dans le rejet de déchets de plus en plus gros, de plus en plus nombreux, de plus en plus polluants, notamment dans l'atmosphère, qui donne le dérèglement climatique, mais aussi dans les océans et dans les terres. Pour ça, évidemment, il faut changer le modèle à la fois de surproduction et de surconsommation mondiale. Il faudrait consommer 10 fois moins de tout. De smartphones, d'électricité, de voitures, de tout. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'on consomme dans la vie quotidienne, vous divisez par 10 et vous avez la vie qu'on devrait pouvoir vivre sans qu'il y ait trop de bagarres. Je pense que c'est impossible. Et bien entendu,
la plupart des gens auxquels je parle, y compris des responsables économiques et politiques, mais même mes amis de ELV, par exemple, de mon parti vert, là, ils croient qu'avec de la croissance verte et des hypothèses de développement démocratique et économique de l'Europe, on va arriver et les problèmes seront résolus, aussi bien les problèmes sociaux que les problèmes écologiques. Je n'en crois rien, je crois même que c'est un élan vers le pire, quand on a plus de croissance, plus de marché, plus de technologie. Par contre, alors pour vous donner un autre exemple, pour voir à quel point il faut décoloniser son imaginaire pour penser à l'avenir, je pense que le mode de transport le plus fréquent dans les années 2035-2040, ce sera le cheval. Et non pas, comme croit M. Renault ou M. Peugeot ou Mme Elisabeth Borne, la voiture électrique ou la voiture autonome. Tout ça, c'est des billevesées. C'est pas de notre faute, finalement. Les humains n'y sont pour rien dans les dérèglements du climat. C'est en tout cas ce qu'aurait affirmé la NASA, selon un article très largement partagé. Nous avons quand même vérifié. La bombe serait enfin lâchée, selon l'un des nombreux tweets qui reprennent l'article en question. Un article publié d'abord sur un site climato-sceptique aux États-Unis, puis traduit sur des sites du même type, en France ou en Suisse. On peut y lire que depuis plus de 60 ans, la NASA sait que les changements qui se produisent dans les modèles météorologiques planétaires sont entièrement naturels et normaux. Selon ces sites, donc, la NASA aurait admis que les activités humaines ne sont pas responsables du réchauffement actuel. Pour lancer cette affirmation, l'article en question s'appuie sur une théorie, appelée le cycle de Milankovitch. Pour faire simple, cette théorie de 1941 explique pourquoi la planète passe successivement d'ères glaciaires à des périodes un peu plus chaudes. Milankovitch a réussi à montrer que les rayonnements solaires reçus par la Terre évoluent lentement au fil des millénaires, et ce, en raison de 3 facteurs. L'orbite de la Terre autour du Soleil varie, l'axe de notre planète se modifie, et enfin la direction de l'axe de rotation change, lui aussi. Ces 3 facteurs réunis expliquent pourquoi la planète Terre connaît des périodes plus ou moins froides, et ce n'est pas une découverte récente. Depuis le 19e siècle, on sait que notre planète a connu des périodes glaciaires et interglaciaires, donc il y a des grands changements climatiques à la surface de la Terre à l'échelle des dizaines de milliers d'années. Cette théorie de Milankovitch n'est donc pas une invention. D'ailleurs, la NASA propose effectivement sur son site internet une page pour l'expliquer. Pour autant, l'agence spatiale ne fait aucun lien entre cette théorie et les dérèglements climatiques que la planète connaît aujourd'hui. C'est pas du tout, mais pas du tout les mêmes échelles de temps, puisqu'on parle de dizaines de milliers d'années, voire de centaines de milliers d'années, alors que le réchauffement climatique que l'on observe aujourd'hui, c'est à l'échelle de quelques décennies seulement. Et ça, on sait très bien que c'est lié aux gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. Sur son blog, la NASA explique la même chose. Le réchauffement que l'on a constaté au cours des dernières décennies est trop rapide pour être lié au changement de l'orbite terrestre et trop important pour être causé par l'activité solaire. La fausse information qui circule sur les réseaux sociaux se base donc sur une théorie astronomique valide, mais elle n'explique pas les dérèglements que connaît le monde aujourd'hui. Existe-t-il des alternatives ? « 2050, une longue période qui favorise la réflexion et les mesures axées sur le développement durable. Les mégalopoles se font centre de progrès et piliers de la coopération mondiale. Mais l'urbanisation globale s'accompagne également d'inconvénients. Les zones rurales sont oubliées. Grâce à des technologies innovantes et plus efficaces, le transport se fait plus durable et bien plus rapide, pour les humains comme pour les marchandises. Le monde s'est réinventé. Nous bénéficions d'une interaction illimitée ainsi que d'une coopération globale. Mais les choses pourraient-elles être différentes ? « 2050. Notre monde est bien plus coloré, varié et local. Le progrès technique, notamment l'impression en 3D, transforme les consommateurs en producteurs. Le fait maison et le personnalisé deviennent la nouvelle philosophie de la société. Ces processus de production nouveaux créent un monde composé d'une multitude de modes de vie.
Les marchandises uniformes et les articles fabriqués en masse ont disparu des vitrines et des foyers. Ce développement ne constitue pas uniquement une révolution en matière d'approvisionnement. La prise de conscience des besoins de recyclage augmente, entraînant dans son sillage la création de nouvelles perspectives commerciales. Le recyclage assure le renouvellement des fournitures et la continuation de l'impression en 3D. Nous sommes dans un monde qui se caractérise par sa diversité. Soyez connectés les uns aux autres, entraidez-vous, arrêtez de voir vos simples intérêts personnels et essayez de créer une harmonie dans l'ensemble de vos comportements. Et peut-être que ce que nous percevions comme un dérèglement climatique ou comme un effondrement de la civilisation sera en fait pour l'humanité une réelle opportunité de créer un monde meilleur.